de retour de ce fameux concours de pêche à rock fishing au Salon des Nauticales de La Ciotat. Nous sommes à nouveau au Fonderie-le-Maire en compagnie de Bruno Lesourd. Bruno, tu es responsable commercial du secteur pêche des fonderies. Absolument. D'accord. Tu vas nous présenter un petit peu tous les plombs qui sortent de vos ateliers. Alors tous les plombs, ça va être difficile. Nous avons à peu près 2000 références en plomb de pêche. 2000 références de plombs de pêche, c'est énorme. 2000 références réparties dans à peu près 150-200 familles. Nous avons le plomb fondu traditionnel que tout le monde connaît, la petite mignonnette. Ça quand même c'est rigolo parce que moi depuis que je suis minot, chaque fois que je vais à la pêche, j'ai toujours eu ce genre de boîte de plomb dans ma musette, quoi. Voilà, tout le monde a eu ça et tout le monde a manipulé ce petit produit, le plomb fondu, pour monter et pour plomber toutes les lignes montées. Ouais, moi je pêchais le Véron avec ça. Alors ensuite, nous avons également ce plomb-là qui est maintenant également peint. Oui. Beaucoup de pêcheurs nous ont demandé de... Pêche au toc celui-là. Pêche au toc. Ce plomb-là, la couleur a été définie par notre ami Robert Manquet. Ah, c'est Robert, ça ne m'étonne pas, c'est un coquin celui-là, la pêche. C'est un coquin. Nous avons également la sonde pratique, la sonde grenouille. La fameuse sonde de grenouille. La sonde grenouille, différents plombs de type olive bombée, de tous les grammages, du 2 grammes au 500 grammes par exemple. 500 grammes aussi. Voilà, 500 grammes en olive bombée. Nous avons pour la pêche en mer le plomb maquereau, traditionnel, les plombs palangres, les plombs montres. Plomb montre, les petits plombs fendus allongés pour la pêche au cou, ça. C'est pour la pêche au cou également, c'est une variante du plomb fendu. Là c'est le fil droit fendu. D'accord. Nous retrouvons à peu près partout également. Pêche de compétition, ça déjà. Pêche de compétition. Et pour la pêche en mer, nous avons différents plombs, style plomb portugais à tige, qui est assez... Ça c'est pour le surf casting. Le fameux plomb débrayable, pareil. que tout le monde connaît également. Le plomb grappin. Pour le casting, le plomb grappin. Le plomb décroche-leur, que tout le monde a également dans sa boîte à pêche. Tout à fait, alors ça c'est un sauveleur. Hein. C'est un sauveleur, c'est notre ami Christian Cochard. D'accord, le fameux plomb Cochard. Le plomb Cochard, c'est pas le plomb palette, là c'est le plomb décroche-leur. On parlait tout à l'heure des plombs de compétition. Vous avez développé des plombs en collaboration avec la Fédération française de pêche en mer. Absolument. Pour la pêche à soutenir. Pêche à soutenir, et ces plombs-là avaient été mis au point l'année où ils avaient été d'ailleurs champions du monde il y a 2 ans à La Rochelle. Donc vous avez contribué à cette réussite. Absolument, c'est-à-dire nous écoutons nos amis les pêcheurs avec lesquels nous sommes partenaires pour développer les produits qu'ils souhaitent, aux couleurs qu'ils souhaitent, la plastification. Voilà, il y a déjà la grammages. Belle plastification qui tient bien. Voilà. Puis des couleurs un peu flashy qui vont aussi jouer le rôle d'attractant, de teaser un petit peu. Très bien. Sinon nous avons également de la godille. De la godille. Pour les pêcheurs de truites. Pour la pêche au Véron. Pêche au Véron. Les plombs pour les plombs avec avançon. Pour faire des montages de cuillères particuliers. Tout à fait. Beaucoup, ça s'utilise beaucoup pour le brochet, ça. Pour le brochet. Évidemment, les plombs poire et mérillon, le fameux plomb d'Arlezay. Oui, qu'on voit également là en fabrication. On les voit en fabrication. Ça fait comme des hélices, là, c'est magnifique. Hein. Et par exemple, également, là, nous avons une boîte de drop shot avec différents grammages. Comme ça, le pêcheur a tout de suite différentes tailles. Ce qui est fabuleux, c'est que vraiment, ça rappelle de bons souvenirs de pêche à tout le monde. Et là, pour conclure, nous avons également... la mitraillette. Alors, c'est pas la mitraillette, c'est la cuillère plombée. D'accord. La cuillère Saint-X que nous trouvons également chez tous les détaillants pour la pêche en mer, principalement. Qui est également avec différentes déclinaisons de grammage de 50 à 150 grammes. Spécialement dédié à la pêche en mer que l'on va trouver chez tous les détaillants. Chez tous les détaillants. De la côte atlantique et jusqu'à la Méditerranée. Jusqu'à la Méditerranée, évidemment. Bien sûr. Eh bien écoute, merci. Merci à toi aussi, Yannick. Le temps pour nous de changer de poste de production, je te propose de venir avec nous pour notre rubrique Embarqué. Nous allons découvrir les meilleurs montages, astuces et techniques de pêche des 7 dernières années. Bonjour et bienvenue dans le Cotentin, à Saint-Valahougue, sur une de mes zones de pêche préférées. Donc aujourd'hui, on va faire une journée de pêche au bar, au leurre, avec différents leurres. Là, c'est la marée descendante, le coefficient est de 60. On a la chance d'avoir une belle accalmie après 2 coups de vent.
donc vraiment idéal. La mer est d'huile, la visibilité est vraiment nickel. Donc aujourd'hui la particularité aussi c'est qu'on va pêcher à vue, sans électronique, ni sondeur ni GPS. On va donc utiliser une embarcation de taille modeste, un fond souple de 3,80 m avec un 15 chevaux. Juste avant de démarrer le moteur et de partir en pêche, je vais vous présenter une petite astuce qui n'a l'air de rien, mais quand le vent se lève, sur une petite embarcation fond souple, on dérive vraiment très vite. Donc ma petite astuce, c'est d'utiliser un petit boot flottant avec un sac de course renforcé en fibre de verre. Et comme ça va ralentir notre dérive par 2 quand le vent se lève. Bon, bien entendu, il existe des ancres flottantes beaucoup plus importantes dans le commerce pour les bateaux à timonerie, les gros semi-rigides. Là, c'est vraiment une astuce pour les petites embarcations. On peut aussi faire ça avec un seau ou des avirons en croix. Moi, je préfère le sac. Il se remonte très vite dans les roches et vraiment, il vous apporte un confort. Dès que le vent, je dirais, se lève à plus de 20 km/h, il vous apporte vraiment un réel confort pour manier vos leurres de surface et éviter de mouliner à fond la caisse. Donc là on va y aller, on va partir en pêche, on va se mettre au bout des tables à huîtres, c'est la marée descendante et là on a de bonnes chances de faire du poisson. Donc maintenant je vais vous montrer comment esquer la moule quoi. Voilà, donc en fait ne pas tirer sur la barbe qui ressort, ça risquerait de couper les tendons à l'intérieur, donc le couper tout simplement. Ensuite prendre un couteau avec une lame assez fine pour justement ouvrir la moule et en prenant soin de bien gratter sous la coquille pour bien justement décoller toute la partie de la moule. Voilà. Donc là on a ouvert déjà un côté, on a bien coupé le pied, c'est ce qui va nous servir après à esquer, donc il faut bien le couper à ras. Donc ensuite on fait pareil de l'autre côté. Hop, ensuite, voilà, bien couper le pied avec les 2 tendons qui sont ici. Donc on voit bien que le pied là il est là. Il est bien coupé à ras. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, hop, on laisse tomber la moule entièrement. Elle est juste tenue par les 2 tendons qui sont collés dessus. Donc là, voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on esque. Donc, il faut prendre l'hameçon. Donc, on pique une première fois dans le pied de la moule. Là, c'est l'endroit le plus dur. On refait notre tour à l'intérieur de la chair, comme ça. Ensuite on prend l'hameçon, avec son doigt on essaie de pousser sans arracher la moule totalement à l'extérieur et on se met à l'envers dessus. Et il faut faire comme ça pour ressortir dans le noir de la moule, pour que l'hameçon soit à l'extérieur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là on a fait le plus dur quoi en fait. Donc on prend ensuite un élastique, une pierre, on met sa moule sur la pierre. Avec l'élastique, on fait un tour dessus pour bien qu'elle tienne. Voilà. Là, on est prêt à pêcher. Donc, prendre soin de bien ouvrir son pick-up avant de lancer pour pas justement avoir des surprises et de tout arracher. Puis après, on pose la pierre dans l'eau et puis on laisse descendre parce qu'il y a quand même 60 mètres de profondeur. Donc, on laisse descendre. On prend soin quand même de contrôler la descente, de faire attention justement en tenant un peu le fil avec le bout des doigts, pour essayer un petit peu pas de freiner, mais de ralentir la descente pour que la pierre au fond se pose à plat et pas à l'envers pour que la moule quand même soit en vue. Puis voilà, puis là on laisse descendre quoi. Donc Pierrot, comme toi, je dirais je suis un accro des montages. Et je dirais moi pour cette pêche au jig, j'aime bien faire une tête de ligne, ce que l'on appelle un nœud bimini. Alors pour ça, on n'a pas besoin d'une grande longueur parce qu'à l'origine, le nœud bimini, il est fait pour les marins quand on est en pêche exotique pour bien attraper la ligne, pour ne pas se blesser, avoir une double tête de ligne. Donc là, je le fais tout petit. Je prends à peu près cette grandeur-là. Je fais 25 tours comme ça. Voilà. 10, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Une fois qu'on est là, on a torsadé, on va la mettre dans les pieds. Donc là, je ne vais pas quitter mes chaussures, mais je vais le faire comme ça. On reprend le petit bout ici, là, comme ça. En écartant ses pieds, on va faire redescendre, là, tout doucement. Ça va le faire, vous voyez, regardez, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Clac, et arrivé là, donc on en prend suffisamment long. Arrivé là, on le tient comme ceci. Voilà. Et là, on va faire une clé pour bloquer le nœud. Voilà. C'est tout bête. Voilà, ça descend tout seul. C'est tout bête. Une clé pour bloquer le nœud ici, de ce côté-là. On repart de l'autre côté. On fait
une autre clé sur l'autre brin, comme ceci. Voilà. Après, on en fait une double, ici, là. Alors, dans l'absolu, il faut prendre un tout petit peu plus de tresse que ce que j'ai pris là. Voilà, une double clé. Et une fois que c'est fait, on défait un pied, on tire. Et là, on vient faire une autre clé sur les deux brins. Voilà. Et après, on refinit par une double clé. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, très simple, c'est très rapide, c'est super efficace. Et on va aller couper l'excédent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et la double clé pour finir. Donc la double clé, c'est qu'on passe 2 fois dedans, hein, une fois, 2 fois. Voilà. On serre bien le nœud. Voilà. Et là, ça fait un nœud parfait. Et là, on va couper le petit bout qui dépasse en laissant à peu près 1 cm. Donc ça, à l'aide d'une paire de ciseaux ou un couteau, on va couper la tresse qui dépasse, voilà. Là, on a une tête de ligne. Et une fois que cette tête de ligne est faite, et bien là, on va y placer le fluorocarbone, ou le choc leader en l'occurrence. Alors là, le petit astuce, en fait, c'est qu'il faut que les deux brins soient parfaitement en place. Donc là, je retends un petit peu le moulinet, la tresse avec le moulinet. Je prends donc mon choc leader. Alors soit je le coupe avant, soit je le coupe après, peu importe. Hein. Ça, c'est pas très grave. Et là, le petit nœud, il est vraiment très simple à faire. Je le coince derrière ma jambe. Voilà. Là, on va passer donc ce nylon ici dans la boucle en montant. On est d'accord? Donc là, on le tend bien. Les deux brins sont bien égaux. Il est à l'intérieur. Voilà. Et là, on va faire 5 tours en montant. Une fois qu'on est arrivé au 5e tour, on pince le fluorocarbone. Et là, on va redescendre 4 fois. Et là, on va redescendre dans la boucle qui est là, mais à l'envers de l'entrée qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je suis rentré dans la boucle en passant par le bas. Et là, je vais redescendre mon fluorocarbone en passant par le haut. Une fois que ça c'est fait, on peut le lâcher. On humidifie un tout petit peu. Et là, on va serrer. Je prends de la force dans mes deux mains. Et là, je vais tirer le nœud, je vais le faire au ralenti pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, il commence à se serrer, commence à se serrer, commence à se serrer. Là, je lâche. Et là, ici, je vais juste serrer en écartant mes genoux. Je prends appui de chaque côté et j'écarte mes genoux. Regardez comment ils se placent. Et voilà, on le fait fortement. Là, il y a un nœud qui est absolument génial. En fait, c'est un marin malgache qui me l'a montré. Et ça passe bien dans les anneaux. Ça va très bien. On coupe en laissant à peu près 2 mm. Voilà, on peut même mettre un petit coup de briquet. Et là, on a un nœud qui est vraiment parfait, qui passe bien dans les anneaux. Et les deux brins, vous voyez, ils sont tout à fait dans l'angle. Et là, ça permet de mettre la longueur que l'on veut. Alors, l'avantage de ce nœud, c'est que ça passe bien dans les anneaux. Et en fait, il n'y a pas de nœud, tout simplement. Donc, ça ne blesse pas le fil. Et là, on va pouvoir mettre une certaine longueur. Parce que comme tu le sais, Pierrot, pour le jig, aussi la réussite, la clé du jig dans les eaux très claires, c'est un grand badling, j'irai entre 5 et 10 mètres, voire des fois 15 mètres selon la profondeur. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment je monte un shad, tout simplement. Donc pour commencer, je gratte en fait la tête plombée à l'intérieur pour que la colle adhère mieux avec le leurre. Et après c'est tout simple. Vous regardez là où sort l'hameçon par rapport au shad. Donc là en fait, vu que c'est un ensemble pour aller ensemble, il y a déjà un trou pré-percé. Donc vous rentrez dedans, vous restez bien dans le milieu. Voilà, comme ceci. Et après, vous avez juste à pousser le shad. Et puis voilà. Donc là, il est monté là. Comme ça. Donc après, il y a juste un petit point de colle à mettre. Comme ceci. Voilà. Donc après, hop, on appuie dessus. On maintient. Voilà, c'est collé. Et pareil en dessous. Et puis voilà. Shad qui est monté. Donc là ici je le monte avec un dos rond. En fait c'est parce que quand je laisse redescendre et pendant la tirée, l'eau va venir appuyer en fait sur cette partie là. Donc ça va donner du rolling au leurre. Et ça c'est important. Voilà. Bon ben vu qu'on vient de rater un beau poisson, on va faire un bromé.
pour essayer de laisser le poisson et au fond. Donc on prend 2 pierres en fait, ou une pierre quoi, c'est juste pour lester en fait le sac. On prend des moules, des petites moules, on remplit le sac. Ça c'est des petites moules du canal en fait, c'est pour le bromé en fait, on ne peut pas pêcher avec parce qu'elles sont trop petites, en espérant que ça va faire venir le poisson. Parce qu'on est quand même venu pêcher la dorade. Donc ça serait bien qu'on voie une dorade sortie à la pierre. On essaye quand même de la défaire, qu'on ne la met pas qu'en grappe à l'intérieur. On essaye vraiment de défaire la grappe. Pour que quand on est au fond, en fait, quand on va laisser tomber le bromé, je vais vous montrer après comment on fait. Parce que sur le ferrage, pour renverser le sac, en fait, que ça s'éparpille un petit peu au fond, que ça ne reste pas en paquet, quoi. Voilà, donc une fois qu'on s'est fait le sac comme ça, on repose, on met le sac dans l'eau. Hop là. Bon, moi j'utilise une petite canne de traîne basique pour laisser descendre en fait le filet. Donc on pose le filet dans l'eau. Il va être aspiré en fait avec le poids des pierres qu'on a mis au préalable. Donc en fait il tombe droit là le sac. Puis lui on le laisse dérouler. Puis arrivé à 5 mètres du fond, en fait, on resserre, on ferre pour retourner le sac en fait et pour laisser le bromé sur le bateau. Ça sert justement à pas broméger pour le collègue qui pêche à côté, parce qu'avec le courant dans 60 mètres de fond, si on jetterait des moules comme ça, ben, elles se déplaceraient et on irait broméger à 500 mètres plus loin. C'est pas le but, quoi. Il faut que le bromé il serve à nous, quoi. Donc là en fait on fait ça justement pour garder le poisson ou pour le faire venir. Et des fois aussi pour remercier quand on a fait un beau poisson, ça m'arrive aussi de remettre un beau sac de moules pour les remercier, quoi. Voilà. Donc là on est presque au fond. Donc on arrête. Et puis on ferre pour justement retourner le sac. Et voilà, là le sac il se vide juste sous le bateau. Il y a d'autres manières de faire des bromés, mais celui-là il est très très bien, il a fait ses preuves. Et c'est en même temps pas très compliqué, quoi. Un sac assez rigide. Une petite canne de traîne pour le faire descendre à l'aplomb. Et ensuite, vous ferez, comme je vous dis, quand vous êtes à peu près entre 5 et 10 mètres au fond, comme ça les moules tombent et se mettent bien sous le bateau. Voilà, là comme vous pouvez voir, on remonte le filet, il est vide et il est attaché par l'envers du sac. Comme ça, il s'est tout vidé dessous le bateau. Voilà, bon maintenant, on va pas perdre une minute, on a fait notre bromé, le poisson il est là, donc on va s'y remettre. Allez, c'est reparti. Mathieu il va te montrer comment travailler un calamar par exemple. Allez. Alors voilà, allez, les Mathieu. calamars. Alors tout d'abord, casse la tête. Tu enlèves la tête, tout le temps. Les ailes, les ailerons. je les enlève et je les jette. D'accord. Parce que ça ne marche pas. La tête, tu vas t'en servir. Je vais m'en servir de la tête. Tu enlèves. On ouvre le calamar. On ouvre le calamar. On Il enlève reste encore tous les excès. Ouais, des résidus. Voilà. Et c'est à partir de là que ça démarre. À partir de là, Comment tu vas on l'attendrit. D'accord. Tu On l'attendris pour que on enlève la puisse, peau. On l'attendrit du côté intérieur parce que c'est plus tendre. D'accord. Et Pourquoi à l'extérieur il y a une peau en fait à Ah l'extérieur. d'accord. Il y a une peau. Donc en fait tu casses pas la peau, tu Voilà. attendris et ça permet avec la peau de garder la rigidité pour Exact- l'accrocher à la meçon. Exactement. D'accord. Ça c'est les astuces qu'il faut connaître. Voilà. On tapote. Ça dépend de Ouais. l'épaisseur du calamar. Plus il est petit, moins on tapote. Plus... Bien sûr. Et tu le sens comment après qu'il est prêt? Bah, au doigt? touche, tu sens, ça fait. Ouais, ouais, Tu vois on sent que ça colle au doigt en fait, Il c'est faut, ça. faut ouais. vraiment que ça colle. Quoi. Tout à fait. Sinon, tout à fait. Et tu tapes. et Ensuite, après, bah, le coup de cutter, le bas, ouais. je l'enlève. C'est moins péchant. C'est moins péchant. Ça tendrit moins peut-être. Voilà. C'est le rebord, C'est le rebord sur lequel tient la est tête. moins tapé. Et le haut, pareil. Le haut, je fais pareil. D'accord. Et en plus, Pour après quand tu vas avoir voilà. découper des bandelettes, Pour en avoir plus, un elles carré seront parfait. bien. Et après, ça dépend Bien régulière. des poissons, ou plus gros, ou plus petits. Et ensuite de la lanière. Le calamar, il va te permettre de pêcher seul, mais il va te permettre d'autres choses.
On peut panacher calamar et ce qui va avec, crevettes ou quoi que ce soit. Alors tu nous montres comment on nèche pour sur un hameçon. C'est pas bien dur. Tu piques et tu fais plusieurs tours. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Ça fait une belle bouchée. Tu peux en mettre 2. Et tu laisses pendouiller un peu voilà, comme ça là. Toujours un petit peu. D'accord. Oui, parce qu'en plus comme c'est souple, ça fait du mouvement et... Ah bah écoute, c'est magnifique ça. Et pour la crevette? Ouais, parce que la crevette en fait c'est vraiment ce qui m'a le plus étonné de vos préparations tout à l'heure. D'accord, c'est ligaturé, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord l'épluche. La dextérité avec laquelle il décortique ces crevettes. Je coupe le bas du ventre pour qu'elle se mette bien à plat. D'accord. Je coupe le haut parce que c'est tout. Ça c'est un petit détail important de couper le bas du ventre. Hein. Voilà. Dans la longueur. Tac. Et après on utilise un petit truc fabriqué maison. Un bouchon avec 2 aiguilles. On l'enfile. Comme ça, même si ça pend. D'accord. Et on ligature. Arrivé là. Et voilà. Ensuite. Et pour écher, on coupe des petits bouts. Et avec le fil ne se défait pas en fait. Non, le fil de ligature se défait pas. Ah, c'est magnifique. Et tu èches comme un verre. Ouais, en plus, ça le rigidifie. Voilà. Et ça le tient bien. Et au lancer, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Et puis tu peux même avoir plusieurs captures avec le même appât. Exactement. Ouais, c'est fabuleux. Voilà, super. Yannick, tu vois le travail que c'est. Donc bah, écoute Greg, regarde. Là, c'est bon. On va un peu le blesser. Mais bon. C'est la pêche. C'est la pêche. Donc, allez, écoute, tu vois, on coupe toutes les pattes, les pinces. Il est bien vert celui-là. Ah, tu vois, une jolie couleur. Il me plaît, il me plaît. Et là, pour vraiment qu'on découvre vraiment sa chair, on va couper tout autour, on va le faire de suite. Voilà, vous coupez tout le tour. Ah ouais, on dirait un hamburger de crabe. Ouais, tu vois, tu as tout compris. Tu as tout compris. Voilà, tu vois là, hop, un petit coup là. Voilà. Et là, il y a juste à décapsuler, comme on peut le dire, hein, la carapace. Voilà. Regarde si c'est pas beau ça. Magnifique. Si j'étais une dorade, je sortirais dessus. Regarde. Tout chaud. Et là, donc, préparer un montage Wishbone. Hein. Et juste les hameçons, on les met juste derrière. Ah oui. On les plante et on sort. Un là. Et le bibi, c'est des appâts qui vont pas durer longtemps. S'il y a des petits, tout ça, chaque 10 minutes, un quart d'heure, il va falloir changer. Après, on peut toujours mettre du fil ligaturé pour essayer de maintenir un peu plus longtemps voilà, la chair. Mais bon, quand vraiment les dorades sont présentes, franchement, le mieux c'est ça. Et ça, au fond, ben... Là encore, présenté de telle manière, bon, ben, ça n'a pas... qui n'est pas fait pour atteindre des distances énormes, toujours entre voilà. 30, 40, 60 mètres. On est en digue ici, il y a quand même assez de fond. Donc aller entre 20 et 50 mètres, ça se présente super bien. Oui, voilà. oui.